À 4 heures du matin, mon mari est rentré alors que je préparais le petit déjeuner pour toute sa famille. Il a exigé le divorce, alors j'ai retiré mon tablier, saisi ma valise, et je suis partie, mais il était loin de se douter. Le vrombissement du ventilateur d'extraction durait depuis 40 minutes. Il était 6h30 du matin. Le ciel de Queens, New York, n'avait pas encore perdu son obscurité, mais la lumière fluorescente de la cuisine plaquait l'ombre de Maëlle Dubois sur le linoléum gris. Maëlle se tenait immobile devant la cuisinière. La bretelle de son tablier, si fanée et usée par d'innombrables lavages qu'elle ressemblait à de la vieille gaze, lui rentrait dans la chair de la taille, mais elle n'avait pas une seconde pour l'ajuster. Sur le brûleur de gauche, un riche gumbo de fruits de mer mijotait à feu doux, libérant une épaisse écume blanche. Sur la plaque à induction de droite, une fournée de crab cake grésillait dans une flaque d'huile chaude. Les bords commençaient à dorer. Encore 10 secondes et il brûlerait. Elle leva le poignet et essuya la sueur de son front avec son avant-bras. Ses mains étaient collantes du persil frais qu'elle venait de hacher, et des éclats verts étaient coincés sous ses ongles, mais il n'y avait pas le temps de les laver. Sur la planche à découper s'empilaient les ingrédients pour les légumes rôtis, encore non préparés. Les poivrons étaient rôtis, mais les aubergines n'étaient même pas tranchées, et les courgettes n'étaient qu'à moitié épluchées. Dans un bol en acier inoxydable reposait le rôti de bœuf braisé. La marinade, un mélange de vin rouge, de jus d'orange, d'ail émincé et de miel, s'infiltrait lentement dans les fibres de la viande. Elle l'avait laissé mariner depuis 23 heures la veille, et la douleur sourde dans son poignet était un rappel persistant des 20 minutes qu'elle avait passées à masser le rôti. La cuisine était tout simplement trop petite. Dans cet appartement vieillissant de 35 ans, la cuisine mesurait à peine 3 mètres carrés. Le moindre mouvement brusque se terminait par une hanche heurtant un comptoir ou une armoire. À côté de l'évier, des casseroles et des assiettes étaient empilées sur l'égouttoir dans un équilibre précaire. Les pots d'épices sur une étagère en plastique étaient collants d'une couche de graisse qu'aucune éponge ne semblait pouvoir enlever. Le réfrigérateur, coincé dans une alcôve étroite entre l'évier et le mur, ne pouvait s'ouvrir qu'à un angle de 45 degrés. Pour en sortir quoi que ce soit, elle devait se tenir de côté et étirer son bras jusqu'au fond. Le ventilateur d'extraction était si vieux qu'il ne tirait presque pas d'air, et chaque fois qu'elle cuisait, la fumée âcre lui piquait les yeux. Aujourd'hui, c'était particulièrement intense. Maëlle cligna des yeux. Ses paupières étaient rêches, comme si elles avaient du sable. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient même pas. Du salon, le son de la télévision résonnait clairement. C'était le feuilleton du matin que sa belle-mère aimait tant. Une musique dramatique se mêlait aux sanglots bruyants du personnage principal. Le volume était réglé sur 35, et chaque ligne de dialogue transperçait l'appartement avec une clarté grinçante. La télécommande reposait fermement dans les mains de sa belle-mère, et il ne serait venu à l'esprit de personne de demander si la télévision était trop forte. Oh, mais cette femme est stupide. Elle ne réalise même pas qu'il la manipule encore. La voix de sa belle-mère s'éleva du salon, dégoulinant du dédain d'une critique de cinéma chevronnée. S'ensuivit le cliquetis frénétique d'un clavier mécanique. Clac, 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 clac. C'était Théo, son beau-frère, qui jouait à un jeu vidéo. Il avait 28 ans, mais il ne travaillait ni n'allait à l'école. Sa routine quotidienne consistait à dormir jusqu'à midi, jouer jusqu'à l'aube, et se rendormir. Le PC personnalisé sur lequel il jouait avait été acheté avec la carte de crédit partagée par Maëlle et son mari, un plan de paiement de $150 par mois pendant 24 mois. Il restait encore 8 mensualités à payer. Tati, je veux ça. Le truc à la fraise. Le cri strident d'un enfant lui perça le tympan. C'était l'un des 2 enfants de sa belle-sœur, Solène, un garçon de 6 ans, et une fille de 4 ans qui courait dans le salon depuis 1 heure. Le bruit de leurs petits pieds martelant le parquet. Le fracas de quelque chose tombant contre un meuble. Le cri perçant de la petite de 4 ans éclatant en sanglots. Mais il n'y avait aucun son de Solène les réprimandant. Solène ignorait tout. Et, Maëlle. La voix de Solène flotta paresseusement vers la cuisine. Son ton possédait une désinvolture insultante. Il y a des laits à la fraise dans le frigo, n'est-ce pas? Prends quelques-uns pour les enfants,
Et tant que tu y es, sors des biscuits. Ils disent qu'ils meurent de faim. Maëlle ne répondit pas. Ses mains étaient entièrement occupées par les crab cakes. Elle avait la pointe de la spatule calée sous la pâte. Si elle ne la retournait pas à la seconde même, elle se désintégrerait. La chaleur de l'huile remontant par la spatule et l'odeur des fruits de mer la frappèrent au visage d'un coup. Elle avait décongelé la chair de crabe à 4 heures du matin. « Bonjour, tu m'as entendu ?» Le ton de Solène monta d'une demi-octave. « J'arrive, » dit Maëlle, les mots uniques raclant sa gorge sèche. Elle retourna le dernier crab cake, baissa le feu, se rinça hâtivement les mains et se dirigea vers le frigo. Elle se glissa dans l'ouverture à 45 degrés que la porte permettait et chercha les cartons de lait à la fraise parmi les étagères encombrées. Ils étaient repoussés tout au fond. Elle dut retirer plusieurs contenants Tupperware, un bloc de tofu et une assiette de plats chinois à emporter pour les atteindre. Quand ses doigts effleurèrent enfin le carton de lait, il sembla légèrement gonflé. Elle le sortit et vérifia la date de péremption. Il était périmé depuis 2 jours. Maëlle resta figée un instant, puis le repoussa et chercha plus profondément jusqu'à trouver un carton encore bon. Sans y réfléchir, elle prit le frais. Si elle leur donnait le lait périmé, Solène la déchirerait. Elle n'aurait pas de remerciement pour leur avoir donné le bon non plus. Mais c'était la première loi de survie que Maëlle avait apprise dans cette maison. Faire les choses parfaitement était son obligation de base. Les faire mal était un crime fédéral. Elle apporta le lait et les biscuits sur un plateau dans le salon, mais personne ne la regarda. Sa belle-mère, Brigitte, était affalée au centre du canapé, le siège d'honneur, les pieds posés sur le bord de la table basse. Ses ongles de pied étaient coupés courts, mais ses talons étaient profondément fendillés comme l'écorce d'un vieil arbre, la peau morte blanche écaillée et visible. La robe polaire que portait Brigitte était un cadeau de Maëlle il y a 2 ans, acheté en solde chez Ross pour 30$. Même si Brigitte s'était plainte bruyamment de la sensation bon marché du tissu, elle la portait tous les jours et ne l'avait toujours pas jetée malgré le boulochage partout. Son beau-père, Antoine, somnolait à côté d'elle, la tête tombant sur sa poitrine avant qu'il ne se réveille en reniflant comme une oie en train de se noyer. Son beau-frère, Théo, était affalé sur le canapé à 2 places, les jambes drapées sur la coudoir. Il avait le clavier en équilibre sur ses genoux, les yeux rivés sur l'écran. L'écran clignotait violemment. Il était impossible de dire à quoi il jouait, mais ses doigts martelaient frénétiquement les touches en murmurant « Meurs, meurs, meurs ». Sa belle-sœur Solène était assise par terre, adossée au canapé, les jambes tendues. Elle tenait son téléphone à quelques centimètres de son visage, ses pouces glissant sans fin sur l'écran. Les 2 enfants jouaient à chat autour de la table basse. La fillette de 6 ans poursuivait son frère avec un dinosaure en plastique, et le garçon courait en pleurant vers sa mère. Sans quitter TikTok des yeux, Solène le repoussa de sa main libre. « Arrête de me déranger. Maman est occupée. » Maëlle posa le lait à la fraise et les biscuits sur la table. Personne ne la remercia. Alors qu'elle se tournait pour retourner à la cuisine, elle entendit Solène laisser échapper un petit rire aigu sur son téléphone. C'était un son discret, mais il résonnait clairement aux oreilles de Maëlle. Elle ne savait pas de quoi Solène riait, et elle ne voulait pas le savoir. Tout ce qu'elle savait, c'était que les crab cakes étaient toujours dans la poêle. Le gumbo devait être porté à ébullition. Les légumes rôtis n'avaient même pas été commencés. Et dans 15 minutes, elle devait mettre la poitrine de bœuf au four. C'était sa place dans cette maison. La cuisine. Toujours la cuisine. Tandis que l'odeur riche et savoureuse du gumbo commençait à emplir l'appartement, une ombre bloqua momentanément la lumière de l'embrasure de la cuisine. Maëlle ne se retourna pas. Elle savait exactement qui c'était. Les pas de sa belle-mère étaient légers, mais le lourd frottement de ses pantoufles sur le sol avait un rythme incomparable. Maëlle avait aussi acheté ses pantoufles, en solde chez Target l'hiver dernier. Elles coûtaient à l'origine 15$, mais elle les avait eues pour 9,80$. Maëlle, la voix de sa belle-mère lui parvint au dos. C'était ce ton maternel doux qu'elle avait entendu pendant les 3 premières années, celui qu'elle utilisait tout le temps au début. « C'est presque prêt ? Solène doit emmener les enfants chez leur père bientôt. »
Ça ne peut pas être trop tard. Presque prêt, Brigitte. Je mettrai la table dans 20 minutes, répondit Maël sans se retourner. 20 minutes. Le ton de Brigitte changea instantanément. Il devint vif, comme si quelque chose s'était coincé dans sa gorge. Solène doit partir avant 8 heures. Quelle heure penses-tu qu'il est? Maël jeta un coup d'œil du coin de l'œil à l'horloge murale. 6h47. Nous serons à l'heure. Elle continua de faire sauter les légumes pour le plat d'accompagnement dans la poêle. Les poivrons ramollissaient bien et les aubergines avaient une belle couleur, mais les courgettes surcuisaient, leurs bords commençant à noircir. Elle baissa le feu et ajouta un filet d'huile d'olive. Sa belle-mère ne partit pas. Maël sentait le regard de la vieille femme brûler son dos, comme une main invisible descendant sa colonne vertébrale, traçant chaque vertèbre. Cette viande, la voix de Brigitte déchira soudain l'air, devenant aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Les mains de Maël cessèrent de bouger. Le moment était arrivé. Elle prit une profonde inspiration. L'odeur d'huile et le vin rouge de la marinade flottant dans l'air lui serra soudain la gorge. « Quel genre de viande est-ce » demanda Brigitte. Sa main s'approcha et saisit un morceau du rôti de bœuf cru trempant dans le bol. Ses ongles s'enfoncèrent directement dans la chair. Les jus sombres et collants de la marinade lui goûtèrent des doigts, éclaboussant le comptoir immaculé que Maël venait de nettoyer. « Ce n'est pas du wagyu américain » déclara Brigitte, rejetant la viande dans le bol avec un claquement humide. Elle la jeta avec tant de force que la marinade éclaboussa, tachant le tablier de Maël d'une tache rouge foncée. « Regarde ce persillage. C'est pathétique. » « Qu'est-ce que c'est ? De l'Usda Choice du supermarché du coin ?» La voix de sa belle-mère monta régulièrement en volume jusqu'à donner l'impression qu'elle allait briser le plafond. Aujourd'hui, de tous les jours, alors que Solène amène enfin les enfants après si longtemps, tu prévois de leur servir cette camelote bon marché? Jusqu'où es-tu prête à aller pour humilier cette famille? Là maintenant la spatule de Maël commença à trembler. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'épuisement pur et non frelaté. Elle s'était levée à 4 heures du matin pour préparer tous les ingrédients. À 5 heures, elle avait commencé le gumbo en utilisant des os qu'elle avait choisis à la main chez le boucher la veille, cherchant méticuleusement les coupes les plus fraîches. Elle avait même supplié le boucher d'ajouter un morceau de moelle supplémentaire. Elle les avait trempés dans l'eau toute la nuit pour drainer le sang, et elle avait passé 2 heures debout devant la cuisinière, écumant la mousse et la graisse toutes les 20 minutes. Le bouillon était parfaitement clair et incroyablement riche. Et le bœuf qu'elle avait acheté était du Black Angus de première qualité USDA Prime, une qualité supérieure. La raison pour laquelle ce n'était pas du wagyu américain était que le wagyu coûtait $150 la livre. Le Prime Angus qu'elle avait acheté coûtait $70 la livre. Elle avait choisi la meilleure qualité qu'elle pouvait se permettre, ce qui se rapprochait le plus du wagyu qu'elle pouvait trouver. Mais pour sa belle-mère, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour elle, les seuls mots qui comptaient étaient le symbole de statut du wagyu américain. « Es-tu sourde ?» Le cri de Brigitte résonna dans ses oreilles. Maël ne se retourna toujours pas. Son regard était fixé sur les légumes flétrissant dans la poêle. Ils étaient maintenant trop cuits, leur couleur terne et sans éclat. Ils n'avaient plus l'air appétissants. « Brigitte, c'est du Black Angus de première qualité. C'est une excellente viande. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, elle sentit un coup sec et dur au centre de son front. C'était l'index de Brigitte, dur et froid. L'ongle était court, mais le bout du doigt était calleux. La force pure avec laquelle Brigitte lui piqua la tête, entièrement sans prévenir, fit trébucher Maël en arrière jusqu'à ce que ses épaules heurtent la porte du réfrigérateur. Le réfrigérateur produisit un sourd claquement métallique. Son front brûlait comme si elle avait été marquée au fer rouge. Elle sentait le sang affluer à cet endroit. Il allait bientôt gonfler et devenir d'un rouge vif et furieux. « Et tu me réponds. » Le visage de Brigitte était à quelques centimètres du sien. Maël pouvait voir chaque ride et sentir son haleine matinale. Ranci de n'avoir pas encore brossé ses dents. « Je t'ai dit d'acheter du wagyu. » « Qui t'a dit d'acheter de l'angus ? » ?»« Je t'ai dit de tout préparer avant 6 heures. »« Et regarde-toi, tu traînes les pieds. »
Tu es une radine depuis que tu t'es mariée dans cette maison, mais chaque jour, tu te surpasses. Des éclats de salive de Brigitte frappèrent le visage de Maëlle. Il sentait l'aigre. Vivre à nos crochets, sous notre toit, et tu n'as même pas la décence d'être reconnaissante. Maëlle ne bougea pas. Le bord de la spatule dans sa main racla le fond de la poêle, laissant une trace noire. Les légumes rôtis étaient complètement fichus. Elle voulait ouvrir la bouche et crier, lui dire que presque toutes les factures de cette maison étaient payées avec la carte de crédit au nom de son mari et que c'était elle qui remboursait cette carte tous les mois. Que la moitié des économies qu'elle avait accumulées avant de se marier s'étaient déjà évaporées pour colmater les trous financiers sans fin de cette famille. Qu'elle se réveillait tous les jours à 4 heures du matin et se couchait à 11 heures du soir sans un seul jour de repos en 3 ans de mariage. Qu'elle n'avait pas pu rendre visite à ses propres parents pour Thanksgiving, pas une seule fois. Mais elle ne dit pas un mot. Elle l'avait déjà dit, de nombreuses fois, et cela n'avait jamais servi à rien. Les crab cakes manquent de persil. La litanie de plaintes de Brigitte faisait rage. Les légumes sont en purée. Pourquoi le bouillon de gumbo est-il si trouble? Et regarde l'état absolu de toi dans ce tablier dégoûtant. Tu n'as même pas d'argent pour t'en acheter un nouveau. Maëlle baissa la tête et regarda son tablier. Il était sale. Éclaboussures d'huile, taches de marinade, une trace jaunâtre d'origine inconnue, mais c'était le seul qu'elle avait. Elle en avait 2, mais le mois dernier, son beau-frère, Théo, avait bloqué la machine à laver en la surchargeant, et l'un de ses tabliers était ressorti en lambeaux. Elle n'en avait pas acheté de nouveau parce qu'elle n'avait pas d'argent, parce que chaque dernier dollar qu'elle avait sombrait au fond de cette maison. M'écoutes-tu? La voix de Brigitte bourdonnait comme un essaim de mouche en colère. Maëlle leva lentement la tête. Son front était toujours lancinant. Il brûlait comme une marque. Ses yeux piquaient, mais pas parce qu'elle voulait pleurer. C'était à cause de la fatigue profonde, de l'odeur suffocante de graisse bon marché. Je vous entends, Brigitte. La voix de Maëlle était aussi rugueuse que du papier de verre. Bien, je vais arranger ça. L'expression de Brigitte s'adoucit d'une fraction, bien que ses yeux soient toujours remplis de ressentiment. Elle tendit la main et toucha de nouveau le front de Maëlle avec son index. Cette fois, ce n'était pas un coup violent, mais une poussée condescendante, comme une maîtresse grondant un tout petit désobéissant. Eh bien, pourquoi est-ce que je perds mon temps? Dépêche-toi. Ne fais pas attendre Solène. Sa belle-mère se retourna et s'éloigna. Le chuchotement de ses pantoufles bon marché s'estompa dans le couloir, et le bruit assourdissant de la télévision du salon redevint limpide. L'héroïne du feuilleton pleurait toujours et on entendait Brigitte claquer la langue. Quelle femme stupide! Comment peut-on vivre comme ça? Maëlle resta plantée devant la cuisinière comme si ses chaussures avaient été clouées au sol. Les légumes dans la poêle n'étaient plus qu'une purée carbonisée. Il était 9h02. Maëlle essuyait le comptoir de la cuisine. Le petit déjeuner était enfin servi, le gumbo de fruits de mer, les crab cakes, la poitrine de bœuf braisé, une nouvelle fournée de légumes racines caramélisés, une salade de concombres, des calamars frits, 3 types de cornichons. 2 entrées supplémentaires et un grand bol de riz blanc fraîchement cuit à la vapeur. 11 plats au total couvraient la table pliante du salon. Il lui avait fallu 3h30 pour tout préparer, mais elle n'avait même pas touché une cuillère. Elle attendait dans la cuisine que le reste de la famille finisse de manger. C'était la loi de la maison. D'abord, la belle-mère mangeait, puis le beau-père, puis sa belle-sœur, Solène, et les enfants, et enfin son beau-frère, Théo. Théo n'avait même pas pris la peine de venir à table. Il avait crié de sa chambre qu'il était en pleine partie classée et avait exigé que son petit déjeuner lui soit apporté à son bureau. Alors, Maëlle le lui avait apporté. Quand elle posa l'assiette, il ne quitta pas l'écran des yeux. Couvert, gémit-il, sa voix épaisse et nasale, comme si parler exigeait un effort surhumain. Maëlle s'arrêta un instant. Je vais les chercher. Quand elle revint de la cuisine avec une fourchette et un couteau, l'assiette était à l'envers. Le riz blanc fumant s'était répandu sur son clavier mécanique. Les grains collants étaient logés profondément entre les touches éclairées. Putain! Pourquoi tu l'as posé juste au bord du bureau?
Tu adores ruiner mais n'est-ce pas, hurla Théo, sonnant exactement comme un chat à qui on vient de piétiner la queue. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Juste pour m'énerver. Maëlle ne se défendit pas. Elle s'agenouilla simplement sur le sol et commença à retirer les grains de riz du clavier un par un. Tandis que ses genoux nus pressaient contre le parquet froid, le froid transperçait le tissu fin de son pantalon de jogging et pénétrait ses os. L'odeur de persil piégé en permanence sous ses ongles se mêlait à l'arôme du bouillon de gumbo renversé, créant une odeur nauséabonde et confuse. Laisse tomber. Va-t'en. Tu es dégoûtante. Théo claqua des doigts, agitant la main avec agacement. Va juste me chercher une autre assiette. Alors que Maëlle se relevait, son genou claqua bruyamment. C'était un problème articulaire chronique qu'elle avait développé à force de passer tant de temps à frotter les sols à quatre pattes. Avant de se marier, elle n'avait jamais eu mal au genou. Alors qu'elle préparait une nouvelle assiette de riz dans la cuisine, le pen dormant électronique de la porte d'entrée bipa. Bip 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 bip. C'était le code de son mari. Elle en reconnaissait le rythme. Un 1994. L'année de sa naissance. La porte s'ouvrit et se referma. Des pas lourds résonnèrent dans l'entrée. Le bruit de quelqu'un traînant les pieds comme s'il revenait d'un voyage incroyablement long. La main de Maëlle s'arrêta au-dessus du bol de riz. La veille au soir, elle avait envoyé 17 messages à Julien. Le premier à 20h. Julien, où es-tu? Le second à 20h30. Pourquoi tu ne réponds pas? Le troisième à 21h. As-tu mangé? Le quatrième. Le cinquième, le sixième. À 1h du matin, le 17e et dernier message. Je vais dormir. Fais attention en rentrant. Il n'y avait eu aucune réponse. Elle l'avait aussi appelé 3 fois. La première fois, ça avait sonné 2 fois et était allé à la messagerie vocale. La deuxième fois, c'était occupé. La troisième fois, le téléphone était éteint. Elle n'avait pas rappelé. Elle savait que ça ne servirait à rien. Les pas s'arrêtèrent à l'entrée de la cuisine. Maëlle. C'était son mari, Julien Lefebvre. Maëlle se retourna lentement. Julien était appuyé contre le cadre de la porte. La lumière crue du salon était derrière lui, projetant son visage dans l'ombre, de sorte qu'elle ne pouvait pas lire complètement son expression, mais elle pouvait clairement voir ses vêtements. La chemise blanche impeccable qu'il avait laissée le matin d'hier était fortement froissée comme un mouchoir usagé. Sa cravate était lâche et tordue, et ses manches étaient négligemment retroussées jusqu'au coude, et il sentait. Ce n'était pas l'odeur de la fumée de cigarette, ni de l'alcool. C'était du parfum. Un parfum de femme, écœurant de douceur, lourd de notes florales agressives. Un parfum inconnu qui n'était absolument et sans équivoque pas celui de Maëlle. Elle connaissait cette odeur. Elle l'avait sentie sur son col le mois dernier. Quand elle lui avait posé la question, il lui avait dit qu'une collègue du cabinet l'avait accidentellement vaporisé près de lui dans l'ascenseur. Maëlle l'avait cru, ou plutôt, elle avait choisi de le croire. Mais maintenant, l'odeur était de retour, et cette fois, elle était suffocante. Maëlle ne dit pas un mot. Elle se tint là, tenant l'assiette de riz fraîche. Julien ne la regarda pas non plus dans les yeux. Son regard balaya brièvement le visage de Maëlle, remarquant la marque rouge encore présente sur son front avant de se poser sur la cuisinière derrière elle. Il fronça le nez. « Mon Dieu, ça pue la graisse bon marché ici, murmura-t-il avec la même désinvolture qu'on pourrait utiliser pour discuter du temps. Puis, se pinçant le nez avec 2 doigts, il recula dans le couloir et lui fit signe de la suivre avec son menton. Maëlle posa l'assiette. Elle suivit son mari hors de la cuisine. Ils s'arrêtèrent dans le couloir étroit entre la cuisine et le salon, juste à côté du porte-chaussures et d'une étagère encombrée. L'espace était si exigu que si 2 personnes se tenaient épaule contre épaule, elles frôleraient les murs. Julien sortit une pochette en plastique transparente du sac à bandoulière en cuir qu'il portait. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier net. Il la tendit à Maëlle, juste devant son visage. « Signe-le. » Maëlle baissa les yeux vers le texte en gras en haut de la première page.
Accord de règlement matrimonial et de divorce. Un sifflement aigu éclata dans ses oreilles. Elle eut l'impression que quelque chose avait claqué à l'intérieur de son crâne, ou que quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau glacée directement sur la tête. Un froid glacial rampa de son cuir chevelu jusqu'à ses orteils. Elle leva les yeux et rencontra ceux de Julien. Il ne détourna pas le regard, mais il ne la regardait pas non plus vraiment. Son regard était fixé sur un point juste au-dessus de son épaule. Peut-être sur le motif du papier peint bon marché, ou peut-être sur rien du tout. « J'ai rencontré quelqu'un, dit-il. » Sa voix était si légère et détachée qu'il aurait pu commander un café. « Elle est enceinte. » Maëlle entendit les battements de son propre cœur. Boum boum boum. Découlant, lourd et douloureux, comme si quelqu'un était piégé à l'intérieur de sa poitrine, essayant de s'échapper. Fini de nettoyer la table. Fais tes valises et pars, ajouta Julien. Il lui tendit directement la pochette en plastique. Le coin aigu du plastique s'enfonça dans sa paume. Il était froid et glissant, comme les écailles d'un reptile. Elle regarda de nouveau l'accord. La signature de Julien était déjà griffonnée sur la ligne pour l'époux à l'encre noire familière. C'était exactement la même signature qu'il avait apposée sur leur certificat de mariage 3 ans plus tôt. À l'époque, elle avait trouvé qu'il avait une belle écriture. La section concernant la division des biens avait également été remplie. Un nombre spécifique sauta de la page. 15 000 $ en paiement forfaitaire final de pension alimentaire. 15 000 $. 3 ans de mariage. Le dépôt de garantie de 200 000 $ pour cette maison en location-vente qu'elle avait payée entièrement de sa poche. Les économies qu'elle avait accumulées avant même de le rencontrer. Les petits déjeuners massifs qu'elle cuisinait tous les jours à partir de 4 heures du matin. Les dettes écrasantes de cartes de crédit qu'elle avait secrètement remboursées mois après mois pour maintenir cette famille à flot. Le poste prestigieux d'expert comptable d'entreprise qu'elle avait quitté à cause de sa mère. La promotion qu'elle avait gâchée. Les fêtes qu'elle avait passées entièrement seule dans cette cuisine, interdite de voir ses propres parents. Les larmes silencieuses et interminables qu'elle avait versées dans le noir. La valeur totale de tout cela pour lui était de misérables 15 000 $. À New York, cela ne couvrirait même pas le premier, le dernier et la caution pour un studio décent. Maëlle resta parfaitement immobile, fixant le chiffre. Julien s'impatienta. Dis quelque chose. Ne reste pas là comme une idiote. Sa voix monta d'un ton agacé. Je n'ai pas le temps pour ça. Clara m'attend. Clara, un nom qu'elle entendait pour la première fois. Pourtant, il ne lui semblait pas totalement étranger. Le mois dernier, elle avait trouvé un reçu froissé dans la poche de son costume, provenant d'un lounge cocktail haut de gamme à Tribeca. Une seule bouteille de bourbon de réserve, 400 $. Le salaire net de Julien était à peine de 5 000 $ par mois. Il avait dépensé près d'un dixième de son salaire pour une seule bouteille de liqueur en une nuit. Elle ne lui avait pas posé de questions. Elle avait simplement lissé le reçu et l'avait glissé entre les pages de son journal. Après cela, plusieurs autres apparurent. Un reçu d'un hôtel de charme à Soho, une suite de luxe pour 600 $ la nuit. Un reçu d'un bijoutier de la 5e avenue. Un bracelet de tennis en diamant pour 12 000 $. Un reçu d'un dîner romantique aux chandelles dans un restaurant français pour 2 pour 300 $. Elle n'en avait pas jeté un seul. Elle les avait tous gardés. En ce moment, chacun de ces reçus était scanné, numérisé et verrouillé dans un dossier caché au plus profond du disque dur de son ordinateur portable, sous le nom de « Manuel d'appareils électroménagers », juste à côté des fichiers audio téléchargés depuis la dashcam de sa voiture. Elle avait pensé qu'elle avait besoin de plus de temps pour rassembler des preuves irréfutables. Elle n'avait jamais imaginé qu'il sortirait ces cartes si tôt. Était-ce parce que l'autre femme était enceinte, ou parce qu'il ne supportait plus de la voir ? Ou était-ce que, depuis le début, l'existence de Maëlle Dubois n'avait absolument rien signifié pour lui ? Maëlle leva lentement la tête. Elle étudia le visage de Julien Lefebvre, un visage qu'elle avait trouvé autrefois incroyablement beau, un visage qui lui semblait maintenant absolument, grotesquement étranger. Il avait de profonds cernes noires sous les yeux. Il avait dû très mal dormir.
Ses lèvres étaient gercées, et une barbe de 5 heures foncée assombrissait sa mâchoire. Autrefois, le voir si épuisé lui aurait brisé le cœur. Maintenant, cela la rendait juste nauséeuse. Julien, un son métallique et creux lui sortit de la gorge. Julien la regarda. Dans ses pupilles, l'irritation se mêlait à une lueur de lassitude soudaine. De combien de mois est-elle enceinte? La voix de Maëlle était d'un calme choquant. Même elle fut surprise par l'immobilité glaciale de son ton. Julien hésita. Il ne s'était pas attendu à cette question. 2 mois, murmura-t-il défensivement. 2 mois. Maëlle fit le calcul mental. Il y a 2 mois, c'était le week-end du Labourdet. Tout ce long week-end, elle s'était levée tous les jours à 4 heures du matin pour préparer un énorme festin de barbecue pour 20 de ses proches. Elle avait préparé 30 mimosas à la main, frit 20 morceaux de poulet à la mode du Sud et cuit un énorme plat lourd de ziti au four. On ne met généralement pas 3 types de viande différents dans le ziti au four, mais Brigitte le voulait bien garni, alors Maëlle l'avait bien garni. Elle avait passé 12 heures d'affilée debout dans cette cuisine étouffante. Elle n'avait pu s'asseoir et manger que quelques restes de pâte froide après que tout le monde ait desserré sa ceinture et se soit traîné jusqu'au canapé. Cette nuit-là, Julien avait pris ses clés, affirmant qu'il avait une crise client urgente au cabinet, et elle l'avait cru. Elle lui avait même préparé un Tupperware de poulet restant pour qu'il n'ait pas faim à son bureau. Maintenant, tout avait un sens. Ce Tupperware avait probablement fini à la poubelle au coin de son immeuble de bureau. Et il avait passé le week-end férié enfermé dans un hôtel avec cette Clara. Il y a 2 mois, alors que ses bras étaient lourds comme du plomb à force de paner du poulet, il était dehors en train de mettre enceinte une autre femme. Un rire monta en Maëlle. Cela commença par une toux étouffée, un petit raclement de gorge, mais cela grandit rapidement, montant en hauteur, jusqu'à éclater en un rire perçant et hystérique qui rebondit sur les murs étroits du couloir. Le visage de Julien se tordit d'horreur. De quoi diable ris-tu? Il recula d'un pas, heurtant violemment le porte-chaussures. Quelque chose à l'intérieur de l'armoire tinta bruyamment contre le bois. Maëlle ne répondit pas. Elle continua juste de rire. Des larmes glissèrent du coin de ses yeux et dévalèrent ses joues. Elle traçait sur sa peau, usée par des années de fumée de cuisine, passait devant la marque rouge et furieuse où Brigitte l'avait piquée et tombèrent goutte à goutte sur l'accord de divorce en plastique, brouillant l'encre du chiffre de 15 000 $. Et puis, tout aussi soudainement, le rire s'éteignit. Comme un interrupteur actionné dans une pièce sombre, son visage retrouva un état d'immobilité absolue et mortel. Elle regarda l'accord, puis de nouveau Julien. « D'accord, dit-elle. » Julien cligna des yeux, totalement désorienté. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle cède si facilement. « Tu es d'accord? Tu me donnes le divorce? » « Oui. » La voix de Maëlle était sèche comme de l'os. Mais pas avec ce bout de papier. Elle plia brusquement l'accord en deux et le fourra profondément dans la poche de son tablier taché. Le visage de Julien se tordit de rage. « De quoi parles-tu? Mon avocat l'a rédigé. C'est légalement contraignant. Alors va demander à ton brillant avocat si ce règlement a le moindre sens, le coupa Maëlle. Sa voix était comme un fouet qui claque. Le dépôt de garantie de 200 000 $ pour cette maison en location-vente. Le contrat est à mon nom. L'argent venait de mes économies familiales. Tu n'as pas mis un seul centime dans cette propriété. Et maintenant tu penses pouvoir me jeter à la rue avec 15 000 balles? Julien ouvrit la bouche pour crier, mais la referma. Son visage devint rouge écarlate, puis se vida pour devenir d'un blanc maladif et pâle. C'est ma maison. La maison de ma famille, dit Julien, Maëlle. Articulant chaque syllabe avec une précision mortelle. Tu n'as rien. Ta mère prend presque la moitié de ton salaire pour les dépenses. Et tes cartes de crédit sont au maximum. Tu n'as même plus assez de crédit disponible en ce moment pour commander une pizza. Dis-moi, Julien, qu'est-ce que tu vas utiliser exactement pour soutenir ton seul et unique amour? Julien semblait sur le point d'exploser. Ses lèvres tremblaient violemment, mais son cerveau avait complètement court-circuité. Il ne trouvait pas un seul mot pour riposter. Maëlle ne lui laissa pas le temps de récupérer.
Elle fit volte-face et retourna dans la cuisine. Sur la cuisinière, l'énorme pot de gumbo bouillait violemment. La pression de la vapeur faisait trembler le lourd couvercle, projetant de gros nuages blancs avec colère. Maëlle se tint droit devant la cuisinière. Elle tendit la main derrière son dos et défit le nœud de son tablier, ce tablier gris délavé et taché qu'elle avait porté comme un uniforme de prisonnier pendant 3 longues années. Elle le froissa dans son poing et le jeta directement dans le pot bouillant. Splash! Le lourd couvercle métallique du pot s'envola, traversant l'air et claquant contre le mur carrelé avec un bruit assourdissant avant de tourner sur le sol comme une toupie métallique. Du bouillon brun foncé bouillant explosa partout. Il siffla et cracha violemment en touchant les plaques à induction rougeoyantes, laissant d'épaisses taches croûteuses sur toute la crédence. Le salon devint instantanément silencieux. La télévision était toujours allumée, mais le dialogue dramatique du feuilleton s'estompa dans un bruit blanc. Le cliquetis frénétique du clavier mécanique s'arrêta. Les enfants en pleurs se figèrent. Et puis vinrent les pas. Les pas précipités et frénétiques de plusieurs personnes chargeant en même temps. Brigitte fut la première à atteindre l'arche de la cuisine. Son visage était de la couleur d'une tomate trop mûre, ses yeux exorbités. « Maëlle, as-tu perdu la tête ? Qu'est-ce que tu fais ?» Derrière elle se tenait Solène, son fils de 4 ans sur la hanche, la main libre plaquée sur la bouche sous le choc. Le petit garçon était terrifié, le visage pâle, retenant sa respiration. Les yeux de Solène passèrent follement de Maëlle au pot de gumbo débordant et gâché. Antoine s'était levé du canapé, mais n'osait pas s'approcher. Il resta en retrait dans le couloir, regardant la scène se dérouler avec un froncement de sourcils. Théo avait abandonné son jeu et regardait par-dessus l'épaule de sa sœur, l'air totalement ahuri, comme si c'était une cinématique de jeu à laquelle il ne jouait pas. Maëlle se tenait complètement immobile au centre de la cuisine. Ses cheveux étaient en désordre, et ses mèches mouillées de sueur collaient à son front. Sans le tablier, elle portait juste son vieux pantalon de jogging miteux et un t-shirt, maintenant éclaboussé de bouillon bouillant. Elle ressemblait à un désastre absolu, mais ses yeux étaient remarquablement calmes. Un calme glaçant et terrifiant qu'aucun d'eux n'avait jamais vu auparavant. Brigitte, sa voix sortit de la cuisine, ni forte ni douce, mais elle coupa le silence comme un scalpel. Ton fils dit qu'il ne m'aime plus. Maëlle pointa un doigt droit vers Julien, qui était toujours appuyé contre le mur du couloir, l'air violemment malade, serrant son sac à bandoulière vide. Il dit qu'il a trouvé une femme qu'il aime vraiment. Il dit qu'elle est enceinte et que, dès que j'aurai fini de vous servir le petit déjeuner aujourd'hui, je dois faire mes valises et dégager. Le visage de Brigitte se durcit instantanément en pierre. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun mot ne sortit. Son regard passa de son fils à sa belle-fille, se fixant finalement sur Julien. « Julien, qu'est-ce que cela signifie ?» Julien fronça les sourcils, se recroquevillant. « Maman, c'est entre elle et moi. » « Brigitte, ton fils a joué la maison de son côté, » interrompit Maëlle, son ton étrangement désinvolte. « Je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais la fille est déjà enceinte de 2 mois. Il vient de me donner un accord me proposant 15 000 $ pour partir discrètement, ce qui signifie qu'il veut me jeter à la rue avec rien d'autre que mes vêtements. » Brigitte laissa échapper un halètement étouffé. La main de Solène resta collée sur sa bouche. Les rides sur le front d'Antoine se creusèrent en tranchées. Maëlle continua, implacable. « Donc, à partir de maintenant, vous préparerez vos propres repas. » Son regard balaya lentement le visage de Brigitte. Elle regarda le même visage qui l'avait humiliée, craché dessus et lui avait piqué le front il y a à peine 1 heure, se transformer d'une rage aveuglante en une stupeur absolue et finalement en un désordre complexe et terrifié d'émotions. « Oh, au fait, » ajouta Maëlle, inclinant légèrement la tête. « Ce bœuf n'est pas du wagyu américain. Vous aviez raison. J'ai essayé de l'acheter avec la carte de crédit de votre fils hier, mais la carte a été refusée car elle est complètement plafonnée. Je n'avais pas assez d'argent pour le wagyu. » Le visage de Brigitte vira au rouge cramoisi, puis redevint d'un blanc spectral, oscillant. Elle ouvrit la bouche pour crier quelque chose, mais ses cordes vocales la lâchèrent complètement. Maëlle ne lui laissa pas une seconde chance. Elle se retourna et sortit de la cuisine.
Ses pas étaient légers mais d'une fermeté dévastatrice. Elle dépassa les membres stupéfaits de la famille dans le couloir étroit et se dirigea directement vers la chambre principale. La chambre était minuscule. Un lit queen size, une seule commode et un petit bureau. C'est tout. Sur le bureau, il y avait l'ordinateur portable qu'elle avait acheté avec son propre argent avant de se marier. L'ordinateur portable qui détenait les clés numériques de la destruction absolue de Julien. Du fond du placard, elle sortit un sac de sport bleu marine. Il était déjà fait. Elle l'avait fait une semaine entière auparavant. Elle savait qu'un jour exactement comme celui-ci allait arriver. Ce n'était pas la première fois qu'elle soupçonnait Julien de la tromper. Il y a un mois, en vidant les poches de son nettoyage à sec, elle avait trouvé le manchon de la carte clé d'un hôtel boutique à Soho. Ce n'était pas un hôtel avec lequel son cabinet d'expertise comptable avait des comptes d'entreprise, ni le genre d'endroit que l'on réserve pour une séance de travail tardive. Elle n'a pas fait de scandale. Elle a discrètement pris une photo du manchon de la carte avec son téléphone et l'a remis exactement dans la poche. Le lendemain matin, alors qu'il était sous la douche, elle a pris son téléphone sous prétexte de vérifier la météo. Une notification push-était sur l'écran de verrouillage. Le nom de l'expéditeur était juste un simple emoji cœur rouge. Le texte de prévisualisation était court. Tu me manques, bébé. Ce soir-là, son cœur était tombé dans son estomac, mais elle n'avait pas laissé transparaître. Elle a reposé le téléphone et a agi comme si rien ne s'était passé. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à suivre chacun de ses mouvements. Ses nuits tardives au bureau sont devenues plus fréquentes. Certaines nuits, il ne rentrait pas du tout. Le parfum écœurant de fleurs sur ses cols est devenu un incontournable. Il évitait le contact visuel, chuchotait au téléphone dans la salle de bain et laissait toujours son appareil face contre terre sur le comptoir. Alors, elle a commencé à amasser les munitions. Elle a secrètement activé la fonction d'enregistrement audio de la dashcam de sa voiture. Une nuit, il avait raccompagné cette femme chez elle, et toute leur conversation graphique d'1 heure avait été enregistrée en audio d'une clarté cristalline. Elle a pris des captures d'écran rapides de son historique e-message, saisissant les fenêtres de 3 minutes où il était sous la douche pour déverrouiller son téléphone avec son code qu'elle avait mémorisé. 3 minutes, c'était tout ce dont elle avait besoin pour photographier les échanges les plus accablants. Elle a fouillé ses poches, les poubelles et l'application bancaire synchronisée de son iPad pour collecter tous les reçus de cartes de crédit et relevés bancaires. Chaque pièce à conviction a été photographiée, catégorisée et présentée sur une chronologie méticuleusement organisée. Elle a verrouillé le dossier principal dans un lecteur chiffré sur son ordinateur portable, a téléchargé une sauvegarde sur un serveur cloud sécurisé et a envoyé un fichier zip à un compte anonyme Burner, un système de triple redondance. Elle s'était préparée au pire des scénarios. Et maintenant que le pire des scénarios était arrivé, elle était étonnée par son propre manque d'émotion. Elle glissa l'ordinateur portable dans le sac de sport. Puis, d'un compartiment caché au fond de son tiroir à sous-vêtements, un endroit que Brigitte ne connaissait pas, elle sortit son carnet de chèques personnels, son passeport, sa carte de sécurité sociale, un chargeur de téléphone et quelques ensembles de vêtements propres. Il lui fallut moins de 5 minutes pour fermer le sac. Les vêtements laissés dans le placard étaient principalement les robes conservatrices et matronales que Brigitte l'avait forcée à acheter après le mariage. Des vêtements que, selon Brigitte, une épouse respectable était censée porter. Si la femme de mon fils se promène comme une bon marché, les gens parleront, disait Brigitte. Maëlle n'en prit pas une seule pièce. Cette garde-robe était un uniforme de prison, et elle s'en évadait. Elle ouvrit la porte de la chambre. Julien se tenait là, bloquant physiquement le passage. Son visage était crayeux, et ses lèvres étaient serrées en une ligne tremblante et tendue. Maëlle. Sa voix était un murmure bas et désespéré forcé à travers des dents serrées. Qu'est-ce que tu fais? Attends juste que ma famille parte pour faire ça. Bouge. Sa voix était d'une platitude mortelle. Julien se figea. Il n'avait jamais, en 4 ans qu'il la connaissait, entendu sa femme lui parler sur ce ton. Il était habitué à sa soumission sans fin, à sa patience infinie, à sa capacité étrange à avaler toute insulte et à continuer à travailler. J'ai dit, bouge.
Les yeux de Maëlle se fixèrent sur les siens. Il n'y avait pas de rage dans son regard, pas de supplication, pas de tristesse, juste une rupture froide, absolue, terrifiante. Julien recula instinctivement d'un pas, s'aplatissant contre l'encadrement de la porte. Maëlle passa à côté de lui. Alors que son bras effleurait son épaule, ce lourd parfum floral l'agressa une dernière fois. Elle ne ralentit pas. Elle traversa le salon, observant le chaos du coin de l'œil. Brigitte était affaissée sur le canapé, serrant sa poitrine et hyperventilant, marmonnant, quel désastre de famille. La honte. Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant fixement la rue, les mains jointes derrière le dos. Solène tenait les deux enfants en pleurs, regardant Maëlle avec une expression complètement illisible. Théo avait déjà remis son casque de jeu et tapait furieusement dans son chat de jeu. Maëlle atteignit la porte d'entrée. Elle s'accroupit et enfila ses chaussures, une paire de simples ballerines noires avec des talons légèrement éraflés, la même paire qu'elle avait achetée pour sa réception de mariage 3 ans plus tôt. Elle se redressa et tourna le pêne dormant. Clic. Elle ouvrit la porte. Une forte rafale d'air froid de fin d'automne new-yorkais s'engouffra dans l'appartement étouffant, rafraîchissant ses joues, qui avaient été battues pendant 3 heures par la chaleur grasse de la cuisine. Maëlle. Derrière elle, le cri aigu et paniqué de Brigitte lui frappa le dos comme une fléchette. « Vas-tu vraiment partir comme ça? Vas-tu vraiment nous humilier devant tout le monde ?» Maëlle ne se retourna pas. « Je pars parce que ton fils m'a jeté dehors, Brigitte. » Sa voix n'était pas forte, mais dans le silence de mort de l'entrée, elle résonna avec une clarté parfaite. « À partir de maintenant, tu peux gérer ta propre humiliation. » Elle franchit le seuil. La lourde porte se referma derrière elle. Slam. Ce lourd bruit sourd résonna plus fort dans l'appartement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Une demi-heure plus tard, dans la cuisine de la famille Lefebvre, la cuisinière était éteinte, mais l'air était encore suffocant et épais d'une odeur d'huile brûlée et de nourriture calcinée. Le bouillon de gumbo qui avait explosé du pot avait commencé à se figer sur le plan de travail, formant un film blanc écœurant et gras avec d'épaisses traînées dégoulinant sur les façades des armoires basses. Brigitte était assise au centre du canapé du salon, se frappant la poitrine du poing et sanglotant bruyamment. Oh, la misère! Quelle malédiction sur cette famille! Nous sommes ruinés. Elle répétait les mêmes phrases encore et encore, sa voix, sonnant comme du papier de verre rugueux frottant sur du bois. Antoine restait debout près de la fenêtre, les mains derrière le dos, son visage aussi sombre et orageux qu'une alerte ouragan. Solène avait maladroitement tenté de sauver le petit déjeuner, mais comme elle n'avait pratiquement jamais cuisiné un repas de zéro de sa vie, elle ne savait même pas comment manier correctement une spatule. Le gumbo était complètement ruiné par les cendres. Les crab cakes étaient devenus glacés, se transformant en palets d'huile caoutchouteux. Les légumes étaient du charbon de bois. La seule chose à peu près comestible était la poitrine de bœuf braisée, mais l'ambiance avait coupé l'appétit de tout le monde. Les deux enfants hurlaient de faim. La fillette de 6 ans jeta son dinosaure en plastique. « Je veux les mac and cheese bits que tante Maëlle fait, » gémit elle. Le garçon de 4 ans se jeta par terre sous la table basse, frappant le bois et hurlant, le visage plein de morve. Julien, commande juste quelque chose sur DoorDash, finit par claquer Solène, épuisé par les pleurs. Julien était recroquevillé dans le coin éloigné du canapé, l'air aussi froissé et creux qu'un sac en papier vide. Au cri de sa sœur, il sortit lentement son téléphone et ouvrit l'application Uber Eats. Il commanda un énorme petit déjeuner d'un restaurant haut de gamme pour 7 personnes. Le total s'élevait à $112. Il appuya sur « Passer commande ». Une bannière rouge apparut sur son écran. Paiement refusé. Limite de crédit dépassée. Il fronça les sourcils, passa à sa deuxième carte et appuya sur « Payer ». Fonds insuffisant. La sueur perla sur son front. Il essaya une troisième carte, celle secrète qu'il avait ouverte spécifiquement pour acheter des cadeaux et des chambres d'hôtel pour Clara. Transaction refusée. L'esprit de Julien devint entièrement vide. Il avait 3 cartes de crédit, une à son nom, une carte familiale conjointe au nom de sa mère dont il était un utilisateur autorisé, et la carte secrète.
Aucune ne fonctionnait. Et puis une horrible réalisation le frappa comme un train de marchandises. Pendant des années, c'est Maël qui se connectait au portail bancaire et remboursait ses cartes de crédit. Chaque fois qu'il recevait son salaire, il en transférait directement presque la moitié à sa mère pour le loyer et les dépenses familiales. Il utilisait simplement ses cartes de crédit pour tout le reste. Ses déjeuners, ses vêtements, les bijoux de Clara, les hôtels. Il n'avait jamais vérifié ses soldes ni ses limites. Pourquoi l'aurait-il fait? Chaque mois, à la clôture du relevé, Maël faisait disparaître les soldes comme par magie. Mais Maël était parti. Qui allait payer les factures maintenant? Il leva lentement les yeux vers sa mère. Maman, est-ce que c'est Maël qui remboursait mes cartes de crédit? Les lamentations de Brigitte s'arrêtèrent brusquement. Elle le regarda, stupéfaite. Comment diable devrais-je savoir quelle carte cette femme payait? Tout ce que je sais, c'est qu'elle transférait 2000 $ par mois sur mon compte courant pour l'épicerie et les services publics. Et maintenant, qui va nous donner cet argent? 2000 $ pour les dépenses. Julien eut l'impression qu'un clou de 15 cm venait d'être enfoncé directement dans son crâne. 2000 $. Son salaire net était d'environ 5000 $ par mois. Il transférait 2000 $ à sa mère. Il avait supposé que c'était tout ce qu'elle recevait. Maintenant, il réalisa que les 2000 $ sur lesquels sa mère vivait provenaient directement de la poche de Maël, séparément de son propre transfert. Il fit rapidement le calcul dans sa tête. Il dépensait facilement 1500 à 2000 $ par mois sur ses cartes de crédit. Si Maël remboursait ses cartes chaque mois et donnait à sa mère une allocation de 2000 $, cela signifiait que Maël injectait au moins 3500 à 4000 $ de son propre argent dans cette famille chaque mois. D'où Maël obtenait-elle ce genre d'argent? Il savait qu'elle avait un compte d'épargne décent de séjour en comptabilité d'entreprise avant de se marier, mais il n'avait jamais pris la peine de demander le chiffre exact. Après le mariage, elle avait arrêté de travailler. Enfin, elle voulait travailler, mais Brigitte avait piqué une crise massive, affirmant qu'une belle fille travaillant de longues heures dans un bureau d'entreprise entouré d'hommes apportait la honte à un foyer traditionnel. Alors, tout cet argent provenait-il directement des économies de Maël? Si oui, combien lui restait-il? Julien, as-tu commandé la putain de nourriture ou non? Le cri irrité de Solène le ramena à la réalité. Julien leva la tête, son visage spectral. Il bégaya. Je ne peux pas. Ça dit que mes limites sont dépassées. Le visage de Solène se tordit d'incrédulité. Quoi? Limite dépassée. Tu gagnes 80 000 par an. Comment tu n'as pas 100 balles pour le petit déjeuner? Maël était celle qui payait les cartes, la voix de Julien se réduisit à un murmure pathétique. Et maintenant qu'elle est partie. Les yeux de Solène s'écarquillèrent. Les pleurs de Brigitte cessèrent instantanément, remplacés par un silence suffocant et horrifié qui envahit toute la pièce. Seuls les deux enfants continuaient de hurler, leur voix aiguë rebondissant sur les murs. Finalement, Solène serra les dents, sortit son propre téléphone et commanda agressivement 7 sandwichs basiques pour le petit déjeuner et du jus d'orange à l'épicerie du coin. Total, 35 $. Ce matin-là, la famille Lefebvre s'assit dans un silence absolu autour de la table pliante, mâchant des sandwichs au bacon, aux œufs et au fromage tiède et gras. Le petit de 4 ans prit une bouchée de son sandwich, eut un haut le cœur à la texture du fromage américain bon marché et le recracha dans son assiette. « Maman, je déteste ça. Je veux le petit déjeuner de Tati Maël. » Solène, fixant le mur d'un air vide, ramassa sans émotion le morceau de sandwich à moitié mâché et le lui remit directement dans la bouche. « Mange et tais-toi. » Le lendemain à 10h tapante, la sonnette retentit. Julien ouvrit la porte et trouva un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et vêtu d'un manteau de laine ajusté, tenant une épaisse enveloppe Kraft. « Êtes-vous Julien Lefebvre » demanda l'homme. « Oui. »« Qui êtes-vous » ? »« Je suis le propriétaire légal de cette propriété, » dit l'homme, son expression strictement professionnelle. « Je suis ici pour discuter du contrat de location-vente. » Le cœur de Julien rata un battement. Il savait qu'il louait techniquement la maison avec un contrat de location-vente, mais il ne s'était jamais soucié des papiers.
Quand lui et Maël s'étaient mariés, Brigitte lui avait dit que l'énorme dépôt initial avait été pris en charge par la famille et qu'il n'avait pas besoin de s'en préoccuper. Alors, il ne l'avait pas fait. S'il vous plaît, entrez. Julien conduisit le propriétaire dans le salon. Ses parents étaient tous deux assis sur le canapé. En voyant le propriétaire, une ombre de pure panique traversa les visages de Brigitte et Antoine, bien qu'ils tentèrent rapidement de la masquer. Le propriétaire s'assit sur le fauteuil d'appoint et sortit un contrat fortement agrafé de l'enveloppe. « Monsieur Lefebvre, savez-vous quel nom figure sur le contrat de location principal ?» Julien secoua la tête bêtement. « Il est sous le nom de Maël Dubois. » Le propriétaire désigna la signature tout en bas de la dernière page. Le dépôt de garantie de 200 000 $ a également été viré directement depuis un compte privé au nom de Maël Dubois. C'est entièrement documenté ici. Julien se figea. Il fixa le contrat. Il y avait là, l'écriture nette et familière. Maël Dubois, sa femme, pas la femme qu'il avait essayé de jeter à la rue hier avec un chèque ridicule de 15 000 $. Sa gorge était sèche comme de l'os. Ma famille n'a pas payé le dépôt. Vous devrez en parler à vos parents, répondit le propriétaire, son ton parfaitement neutre mais teinté de glace. Julien tourna brusquement la tête pour regarder sa mère. Le visage de Brigitte était de la couleur d'une prune meurtrie. Eh bien, commença-t-elle à balbutier, refusant de croiser son regard. À l'époque, nous n'avions tout simplement pas les liquidités. Donc, vos beaux-parents, voulant le meilleur pour leur fille, ont proposé d'avancer l'argent. Avancer l'argent ? La voix de Julien se brisa violemment. 200 000 $ juste avancés en supposant que nous les rembourserions éventuellement. Exactement, murmura Brigitte faiblement. Le propriétaire s'éclaircit la gorge pour reprendre le contrôle de la pièce. Monsieur Lefebvre, il y a une autre question pressante. Il fit glisser une deuxième feuille de papier sur la table basse. La durée du bail expire vendredi prochain. Comme l'option d'achat n'est pas exercée, le contrat stipule que le dépôt de garantie de 200 000 $ doit être intégralement remboursé au payeur initial. J'ai déjà initié le virement bancaire vers le compte de Madame Dubois. Toute la réalité de Julien s'effondra sur elle-même. Les 200 000 $ allaient entièrement à Maël. Et eux alors ? Si vous souhaitez signer un nouveau bail standard ou initier un nouveau contrat de location-vente, ajouta le propriétaire sèchement. Compte tenu de la valeur actuelle du marché immobilier, le nouveau dépôt requis serait de 250 000 $ d'avance. 250 000 $. Les jambes de Julien le lâchèrent et il s'effondra lourdement sur le bord du canapé. Soudain, la vérité écœurante le frappa. Pendant les 3 dernières années, la maison dans laquelle il vivait, agissant comme le roi du château, n'avait jamais été la sienne. Rien dans cette maison, ni le parquet sous ses pieds, ni la nourriture gastronomique dans son assiette, ni les vêtements qu'il portait, ni l'argent qu'il dépensait, n'était à lui. Tout appartenait à Maël Dubois, et lui, de ses propres mains, l'avait chassé. Au cours des jours suivants, la vie de Julien sombra dans un enfer absolu et sans merci. Il appela le téléphone de Maël comme un fou, mais chaque appel aboutit immédiatement à un message automatisé. Le numéro que vous avez composé a restreint les appels entrants. Il la submergea de messages e-messages, mais ils ne furent jamais livrés. Il tenta de la traquer sur les réseaux sociaux, mais elle l'avait effacé de toutes les plateformes et bloqué ses comptes. Il se rendit chez ses beaux-parents en banlieue et resta assis sur leur porche pendant 2 heures jusqu'à ce que son beau-frère ouvre la porte et le prenne littéralement par le col de sa chemise. « Fous le camp de notre propriété », grogna son beau-frère, sa voix résonnant dans la rue calme de la banlieue. « Si jamais je revois ta gueule près de cette maison, j'appelle les flics et ensuite je te casse la mâchoire. » Julien s'enfuit. Sans nulle part où aller, il pensa à Clara. Oui, Clara, la femme qui portait son enfant. La femme qu'il pensait être son seul véritable amour, son nouveau départ. Il roula directement à Manhattan, se dirigeant vers le lounge cocktail haut de gamme de Tribeca, où elle travaillait. À l'entrée, 2 hôtesses en robe noire moulante et maquillage prononcé le dévisagèrent. Après un rapide coup d'œil à sa chemise froissée et non lavée et à sa barbe hirsute et désordonnée, elles perdirent instantanément tout intérêt. « Excusez-moi, Clara travaille-t-elle ce soir ?
Les deux femmes échangèrent un regard. Clara? Qui demande? Je suis son petit ami. Les deux femmes éclatèrent de rire à l'unisson. Leur rire était strident, moqueur et résonnait fort sur le trottoir. Petit ami? C'est ça. Clara a beaucoup de petits amis. Attendez, je vais l'appeler. Quelques minutes plus tard, Clara passa les lourds rideaux de velours du club. Elle portait une mini-jupe à paillettes, des talons aiguilles de 12 cm et du rouge à lèvres rouge sang. Elle ne ressemblait absolument en rien à la fille douce, innocente et aux yeux de biche dont Julien se souvenait. Dès qu'elle le vit, son visage se tordit de dégoût. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Clara. Julien s'élança, essayant de lui prendre les mains. Je l'ai fait. J'ai divorcé de Maëlle. Nous pouvons enfin être ensemble maintenant. Divorcer. Clara retira ses mains, reculant comme s'il était radioactif. Tu m'as dit que tu possédais un appartement de luxe à Queens et que tu gagnais 6 chiffres dans un grand cabinet d'expertise comptable. Il s'avère que la maison appartenait à ta femme et que tes cartes de crédit sont tellement plafonnées que tu n'as même pas pu me payer un foutu Uber. Et tu te dis une bonne prise? La mâchoire de Julien se décrocha. Comment? Comment sais-tu ça? Clara leva les yeux au ciel violemment. Ta femme est venue me voir. Elle a apporté un très joli petit dossier. Elle m'a montré tous tes relevés bancaires des 3 dernières années. Tu n'as pas un seul sou. Tu l'as saigné à blanc. Penses-tu vraiment que je suis assez stupide pour jouer à la maison avec un bon à rien comme toi? Je ne fais pas d'œuvre de charité. Le visage de Julien devint brûlant de rage et de panique. Mais le bébé. Tu as dit que tu étais enceinte. Clara ricana bruyamment. Enceinte? S'il te plaît. Elle le regarda avec un mépris pur et non dilué. Tu as vraiment cru que j'allais avoir un enfant avec toi? C'était un appât. Je pensais que tu avais les poches profondes, mais il s'avère que tu n'es qu'un fraudeur fauché. Elle se retourna. Clac, clac, clac. Le bruit sec de ses talons aiguilles martela le béton. Ne reviens jamais ici. Les types pathétiques comme toi me donnent la chair de poule. Elle disparut derrière les lourds rideaux de velours et la lourde porte se referma. Julien resta figé sur le trottoir sous les enseignes aux néons criardes de la vie nocturne de Tribeca. Le vent d'automne mordant fouettait les pans de sa chemise bon marché et froissée. Son véritable amour n'avait jamais existé. Il était tombé dans une arnaque bon marché, et ce faisant, il avait complètement anéanti tout ce qu'il avait jamais possédé. Un mois plus tard, tribunal de la famille du comté de New York, Manhattan. Maëlle Dubois était assise parfaitement droite à la table de la requérante. Elle portait un tailleur pantalon noir impeccable, ses cheveux tirés en une queue de cheval lisse et soignée, son maquillage net et discret. Elle ne ressemblait absolument en rien à la femme d'il y a un mois. La femme au foyer épuisée, abattue, aux yeux rouges et irritée par la fumée était morte et enterrée. À sa place se tenait une femme au regard froid, terrifiamment intelligent. Julien était affalé sur la table des défendeurs. Sa barbe était irrégulière et sauvage, sa veste de costume tachée et non lavée. Il ressemblait à un homme qui avait dormi dans sa voiture, ce qu'il avait fait. La voix du juge retentit dans la salle d'audience silencieuse. Sur la base des preuves accablantes soumises par la requérante, le tribunal constate que le défendeur s'est livré à une dissipation flagrante des biens matrimoniaux pour financer une liaison extra-conjugale, a activement dissimulé des dettes financières et a détourné des biens propres de la requérante. La culpabilité du défendeur est indéniable. La juge baissa ses lunettes vers Julien. Par conséquent, le défendeur est condamné à verser à la requérante une somme de 80 000 $ en guise de restitution pour les fonds matrimoniaux dissipés et doit entièrement rembourser à la requérante les biens propres prénuptiaux que sa famille a dilapidés. La juge continua de parler, le jargon juridique emplissant la pièce, mais Julien l'entendait à peine. Un sifflement aigu lui perça les tympans et sa vision se brouilla. Il fixa d'un air absent l'énorme pile de dossiers de preuves posés sur le banc de la juge, les transcriptions des enregistrements de la dashcam, les choses dégoûtantes et arrogantes qu'il avait dites à Clara, la citation exacte, « Dès que j'aurai largué cette stupide ».
Je t'installerai dans la maison, imprimé mot pour mot, les captures d'écran de ses e-messages, les textes obscènes et les déclarations d'amour pathétiques qu'il avait envoyées à Clara. Chaque phrase était un couteau se tordant dans ses entrailles. Les chronologies financières, les reçus exorbitants de ses rendez-vous avec Clara alignés parfaitement à la minute près avec les paiements par carte de crédit que Maëlle avait effectués depuis son compte courant personnel. Les documents d'expertise comptable prouvant que, pendant les 3 dernières années, Maëlle avait financé à elle seule tout le foyer Lefebvre, tandis que l'argent de poche que Julien envoyait à sa mère était dilapidé pour le PC de jeu de Théo. Les jouets des enfants de Solène et les coûteux compléments vitaminés de Brigitte. C'était une exécution parfaite et à l'épreuve des balles. Lorsque la juge eut finalement fini de lire le verdict, Julien s'affaissa sur sa chaise, glissant presque sur le sol. Le verdict final. Divorce prononcé. Julien Lefebvre fut condamné à payer à Maëlle Dubois 80 000 $ en restitution. Il fut condamné à rendre les 120 000 $ de ses économies prénuptiales que sa famille avait asséchées. Le dépôt de garantie de 200 000 $ de la propriété locative était légalement entièrement revenu à Maëlle Dubois. De plus, en raison de ses dettes massives de cartes de crédit impayées, les comptes bancaires et les futurs salaires de Julien Lefebvre devaient être agressivement saisis jusqu'à ce que les dettes soient réglées. Quand Julien sortit du tribunal, le ciel de Manhattan était d'un gris ardoise meurtri, et une pluie froide commençait à tomber. Il n'avait pas de parapluie. L'eau glacée coula sur son visage. Il ne savait pas si c'était la pluie ou les larmes. Un autre mois passa. La famille Lefebvre fut officiellement expulsée de la maison de Queens. Le propriétaire reprit les clés et les Lefebvre n'avaient pas les 250 000 $ nécessaires pour signer un nouveau contrat. Ils n'avaient même pas assez d'argent pour verser un dépôt de garantie standard pour un appartement décent dans l'un des 5 arrondissements. Finalement, ils trouvèrent un appartement illégal au sous-sol de 2,3 mètres carrés dans une banlieue lointaine et délabrée du New Jersey. 500 $ de caution, 500 $ par mois de loyer. C'était littéralement la seule chose qu'ils pouvaient se permettre. Le sous-sol était un cercueil de béton. Les minuscules fenêtres situées au niveau du plafond n'offraient qu'une vue sur les chevilles des passants et le sac poubelle occasionnel qui tombait. Une humidité glaciale s'infiltrait à travers les murs de béton. Et à mesure que l'hiver s'installait, d'épaisses taches de moisissure noire fleurissaient dans les coins. La lumière du soleil ne les atteignait jamais. Il n'y avait pas de balcon, pas de salon, à peine assez d'espace au sol pour marcher sans marcher sur quelqu'un. Cette personne était entassée dans ce trou misérable et humide. Antoine, Brigitte, Théo, Julien et Solène, qui avaient été forcés de réintégrer la maison avec ses 2 enfants après que son propre mari ait découvert que la famille Lefebvre était en faillite et ait immédiatement demandé le divorce, les abandonnant. Alors maintenant, Solène, la même femme qui se moquait de la cuisine de Maëlle en scrollant sur son téléphone, était forcée de préparer 3 repas par jour pour ses enfants hurlant. Elle ne savait pas cuisiner. Le riz brûlait toujours au fond de la casserole bon marché. Les soupes se réduisaient à de la boue salée, et la viande était toujours dure et sans goût. À mi-chemin de chaque dîner, ses 2 enfants éclataient en sanglots, criant « Je veux la nourriture que Tati Maëlle fait ». Mais Tati Maëlle ne reviendrait jamais. Brigitte ne pouvait plus s'étendre sur un canapé moelleux et juger les femmes de ses feuilletons. Il n'y avait pas de place pour un canapé dans le sous-sol. Elle était assise sur un tas de coussins humides sur le sol en béton. Antoine ne pouvait plus se tenir fièrement près d'une baille vitrée, les mains derrière le dos. La fenêtre n'était qu'une fente dans le mur. Le coûteux PC de jeu de Théo avait été détruit parce qu'il ne pouvait pas se permettre des déménageurs professionnels. Ils avaient transporté leurs affaires eux-mêmes dans un camion de location U-Haul, et Théo avait laissé tomber la lourde tour en verre sur le trottoir, la brisant en 1000 morceaux. Il n'y avait pas d'argent pour la remplacer. Maintenant, il passait ses journées recroquevillé dans un coin sombre, fixant le mur d'un air absent ou faisant défiler sans réfléchir TikTok sur un téléphone jetable qui gelait constamment. Julien devait se lever tous les matins à 5 heures. Il devait prendre un bus, changer pour un train du New Jersey Transit, puis prendre 2 lignes de métro pour se rendre à son bureau à Manhattan. Un trajet de 2h30 dans chaque sens. Son salaire, par ordonnance du tribunal, était impitoyablement saisi, à l'exception d'un maigre 1 000 $ par mois imposé par la loi pour les frais de subsistance de base.
Chaque centime gagné allait directement au remboursement de sa restitution et de ses dettes de carte de crédit. Avec ses $1000, il devait se nourrir et tenter d'empêcher sa famille ruinée de mourir de faim. Brigitte, qui se pavanait autrefois dans la cuisine, exigeant du bœuf wagyu et piquant le front avec ses doigts, marchait maintenant avec un dos courbé permanent. Elle passait ses soirées à faire bouillir de la soupe aux choux sans saveur dans une kitchenette sale avec une plaque chauffante, en utilisant les légumes les moins chers et les plus abîmés qu'elle pouvait trouver chez le discounter. Théo, qui dormait jusqu'à midi et criait pour le petit déjeuner, fut contraint de trouver un emploi sans diplôme universitaire ni expérience professionnelle. Le seul endroit qui voulut l'embaucher fut un dépanneur où il rangeait les étagères pendant le quart de nuit, pour un salaire minimum. Julien, qui jouait autrefois le rôle d'expert comptable arrogant et puissant, prenait maintenant le métro aux heures de pointe, serré contre les portes, ses chemises bon marché froissées et non lavées, l'air complètement vaincu. Parfois, alors que le train cahotait dans les tunnels sombres sous l'East River, il pensait, si seulement je n'étais pas allé dans ce bar et n'avais pas rencontré Clara. Si seulement je n'avais pas traité Maëlle comme une bonne gratuite. Si seulement j'avais été un peu plus gentil avec elle. Mais il savait avec une certitude lancinante qu'il était bien trop tard. Un an plus tard, un restaurant de grillades haut de gamme et exclusif sur Park Avenue. Maëlle Dubois était assise dans une banquette en cuir moelleux près de la baie vitrée du sol au plafond. Devant elle, un verre en cristal d'eau pétillante et un faux filet maturé sur l'os parfaitement saisi. En face d'elle étaient assis 3 de ses collègues. C'étaient ses collègues de sa nouvelle entreprise. Au cours de l'année écoulée, Maëlle avait fait un retour triomphal dans le monde de l'entreprise. Avant de se marier, elle avait été l'un des esprits les plus vifs de l'équipe comptable d'une grande entreprise du Fortune 500. Malgré l'interruption de 3 ans sur son CV, son brio et son éthique de travail en faisaient un atout instantané. En 6 mois d'embauche, elle fut promue chef d'équipe senior, touchant un salaire double de ce qu'elle avait gagné avant de rencontrer Julien. Les $200 000 du dépôt de la maison, plus l'argent qu'elle avait récupéré lors du divorce, avaient été fortement investis dans un portefeuille diversifié à haut rendement. En ne vivant que des dividendes, elle était à l'aise. Elle avait installé ses parents dans une magnifique location de luxe dans un quartier calme et sûr de Manhattan. Elle avait remplacé tous leurs vieux appareils électroménagers par des modèles ultramodernes et avait garni ses propres comptes de retraite avec le reste. Elle n'avait plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Elle avait bâti son royaume de ses propres mains. Elle prenait soin de sa famille et vivait mieux qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Les longs cheveux lourds que Brigitte l'avait forcée à maintenir parce que les cheveux courts sont pour les femmes faciles avaient été coupés. Elle arborait maintenant un carré chic et net qui encadrait parfaitement sa mâchoire et allongeait son cou. Les robes matronales ternes étaient dans une décharge quelque part à Staten Island. Aujourd'hui, elle portait un tailleur pantalon de créateur gris ardoise qui disait au monde qu'elle n'était l'accessoire de personne. Elle était simplement Maëlle Dubois. La lumière était revenue dans ses yeux. Il n'était plus injecté de sang, épuisé et piquant à cause de l'huile de cuisine bon marché. Ils étaient brillants, perçants et débordants d'une confiance sereine. Et chef, je vous ai envoyé le budget prévisionnel pour le nouveau client. Jetez un œil quand vous aurez une seconde, dit l'un de ses analystes juniors, l'attirant de ses pensées. Maëlle sourit chaleureusement. Bien sûr, je le regarderai sur le chemin du retour. Elle hocha la tête et but une gorgée d'eau pétillante. La carbonatation dansait sur sa langue, laissant un léger goût de citron. Elle prit son couteau à steak et sa fourchette, mais en le faisant, son regard dériva nonchalamment vers l'immense bail vitré. Ses mains se figèrent en l'air. De l'autre côté de l'avenue, marchant contre le vent mordant de New York, se trouvait un homme. Il portait une veste de costume mal ajustée et démodée par-dessus une chemise blanc assez délavée. Il y avait une tache foncée non identifiable sur son épaule. Ses cheveux étaient gras et en désordre. Sa barbe envahissante et inégale, et gravée sur son visage, une fatigue profonde et accablante. Il portait une mallette éraflée et écaillée, et traînait les pieds sur le trottoir, se déplaçant comme s'il portait un rocher invisible sur son dos. C'était Julien Lefebvre. Maëlle le regarda pendant exactement 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, une tornade violente de souvenirs traversa son esprit.
Se réveiller à 4 heures du matin pour éplucher des pommes de terre dans l'obscurité. La douleur cuisante sur son front due aux doigts cruels de Brigitte. L'odeur nauséabonde de parfum floral sur un col froissé. Ce dossier de divorce en plastique froid enfoncé dans sa poitrine. Fais tes valises et sors. Et puis, tout aussi rapidement que la marée se retire dans l'océan, les souvenirs disparurent proprement sans laisser la moindre trace. Sur le trottoir, Julien sembla sentir quelque chose. Il cessa de traîner les pieds et leva les yeux. Il regarda à travers 4 voies de circulation de Park Avenue, droit à travers l'immense bail vitré du restaurant de grillade, et il la vit à travers la vitre, à travers la distance, à travers une année entière d'enfer, leurs yeux se rencontrèrent. Julien se figea. La femme assise dans la lumière chaude et dorée du restaurant portait un tailleur impeccable qui lui allait comme un gant. Ses cheveux étaient brillants et modernes. Son sourire était détendu et radieux. Devant elle se trouvait une assiette de viande qui coûtait plus que ce qu'il possédait actuellement. Elle discutait sans effort avec ses collègues. Elle était à couper le souffle. Si à couper le souffle, en fait, que le contraste frappant avec sa propre misère pathétique lui infligea un coup physique à l'estomac. Dehors, le vent d'automne était aussi aigu qu'une lame de rasoir, lui transperçant sa fine chemise. À l'intérieur, sous la douce lumière des chandeliers, les joues de Maëlle arboraient une rougeur saine et délicate. Julien se souvint soudain de leur lune de miel. Il y a 4 ans, ils étaient assis dans un magnifique restaurant exactement comme celui-ci. Il était assis en face d'elle, levant un verre de champagne, la regardant dans les yeux, et lui promettant qu'il passerait le reste de sa vie à faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Maintenant, elle ressemblait à la femme la plus heureuse du monde, mais il était complètement effacé du tableau. Julien sentit la piqûre chaude des larmes monter dans ses yeux. Il voulait ouvrir la bouche. Il voulait crier son nom à travers l'avenue pour lui demander comment elle allait, pour implorer son pardon, pour lui dire à quel point il était infiniment désolé. Mais il ne pouvait pas émettre un son. Sa mâchoire se bloqua. Il savait que même s'il criait, l'épaisse vitre l'empêcherait. Et même si elle l'entendait, elle s'en moquerait. Pour elle, il n'était qu'un fantôme, un piéton au hasard, un figurant dans un film dont il s'était complètement effacé. Maëlle, regardant l'homme tremblant et brisé sur le trottoir, ne ressentit absolument rien. Ni haine, ni ressentiment brûlant, ni pitié, pas même une étincelle de satisfaction sadique, juste un vide calme et serein. Elle rompit le contact visuel. Baissant les yeux sur son assiette, elle coupa un morceau de steak parfaitement à point et le porta à sa bouche. La viande était tendre, juteuse et riche, de la plus haute qualité absolue. Elle la mâcha lentement, savourant le goût. « Maëlle, qu'est-ce que tu regardais ?» demanda sa collègue, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Maëlle offrit un petit sourire doux et leva son verre d'eau. « Rien, dit-elle calmement. J'ai juste cru voir quelqu'un que je connaissais. Je me suis trompée. » Dehors, Julien resta paralysé sur le béton pendant un long moment, fixant l'arrière de sa tête tandis qu'elle reprenait sa conversation, oubliant complètement qu'il existait. Le vent lui gifla violemment le visage. Les larmes qui s'étaient accumulées dans ses yeux débordèrent, traçant sur ses joues sales et devenant glaciales sur sa peau. Il avait jeté la seule femme qui lui avait absolument tout donné. Il avait jeté un foyer chaleureux et impeccable. Il avait jeté la vie simple et belle qu'il aurait pu avoir. Et elle avait enfin échappé à la prison suffocante qu'il avait construite pour elle. Et elle vivait la vie magnifique qu'elle était toujours censée vivre. La lumière à l'intérieur du restaurant était éclatante et chaleureuse. Le vent dans la rue était amer et sombre. 2 mondes complètement différents séparés par une vitre. 2 mondes qui ne se croiseraient plus jamais. Julien se retourna lentement et commença à marcher. Sa silhouette courbée disparut dans la foule pressée, devenant de plus en plus petite jusqu'à ce qu'il soit complètement englouti par le ventre de béton de New York. Plus tard ce soir-là, Maëlle Dubois rentra chez elle, dans son penthouse du 23e étage à Manhattan. À travers ses immenses baies vitrées, tout l'horizon de la ville scintillait comme une mer de diamants. Ses parents dormaient déjà dans l'aile des invités. Dans le vaste salon, un unique lampadaire moderne projetait une douce lumière chaude sur les meubles design.
Elle entra dans sa cuisine spacieuse, sortit une bouteille d'eau glacée du réfrigérateur intelligent et se servit un verre. L'eau glacée coula dans sa gorge, lavant la fatigue de la journée et éclaircissant son esprit. Verre à la main, elle se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de New York s'étendaient à l'infini sous ses pieds. Les feux arrière rouges des voitures montant les avenues s'écoulaient comme une rivière de lave en mouvement lent. Au loin, des milliers de fenêtres illuminées parsemaient les gratte-ciel, chacune abritant un millier d'histoires différentes. Elle pensa brièvement à la femme qu'elle était il y a exactement 1 an, debout dans cette cuisine exiguë et grasse de Queens, pleurant à cause de la fumée d'échappement, son poignet lancinant de douleur, avalant l'abus sans fin de sa belle-mère. À l'époque, elle avait honnêtement cru que c'était sa vie. Elle croyait que son destin était de rester éternellement devant une cuisinière, d'endurer l'humiliation en silence, et d'être finalement jetée comme un chiffon sale et inutile. Mais elle ne s'était pas contentée de subir. Elle avait choisi de se battre. Elle avait choisi de réduire la prison en cendres et de reprendre sa vie. Maintenant, elle se tenait au 23e étage, regardant le monde. Elle n'avait besoin de la permission de personne pour exister. Elle n'avait pas à se courber devant le jugement de quiconque. Elle était simplement Maëlle Dubois. Dehors, le vent hurlait violemment contre la vitre, mais derrière les fenêtres à double vitrage, son monde était parfaitement silencieux et incroyablement chaud. Elle regarda la ville scintillante et laissa échapper un léger sourire. Ce n'était pas un sourire de moquerie, ni un sourire de victoire arrogante. C'était un sourire serein et tranquille qui rayonnait du plus profond de son âme. Le sourire de la liberté absolue. La nuit s'épaissit. Les lumières de la ville commencèrent lentement à s'estomper. Maëlle posa son verre sur le comptoir en marbre et entra dans sa chambre principale. Le lit king size était impeccablement fait, et un roman à moitié lu reposait sur la table de nuit. Elle s'allongea, lut quelques pages dans le calme, referma le livre et éteignit la lampe. Dans l'obscurité, elle ferma les yeux. Le silence était lourd et réconfortant. Il n'y avait pas de plaintes aiguës d'une belle-mère, pas d'indifférence froide d'un mari, pas de bourdonnement incessant d'un ventilateur d'extraction cassé. Le seul son dans la pièce était le rythme régulier et paisible de sa propre respiration, et elle s'endormit. Un sommeil profond, profondément réparateur. Le premier sommeil vraiment doux et ininterrompu qu'elle ait goûté de toute sa vie. Sous le ciel nocturne de New York, la ville continuait de tourner. Quelque part parmi les lumières vives, quelqu'un commençait une belle nouvelle vie. Quelque part dans l'obscurité glaciale, quelqu'un léchait les blessures incurables de son propre passé. Quelqu'un avait enfin trouvé le bonheur qu'il méritait profondément, et quelqu'un payait le prix exact qu'il avait mérité. L'histoire n'avait pas de fin théâtrale grandiose. Elle était simple. Une femme avait simplement quitté un endroit où elle n'appartenait pas et était enfin arrivée à l'endroit où elle était destinée.